Ah, c'est difficile de prendre votre déconne trop loin quand à côté vous essayez d'être compétent un petit peu. C'est dommage parce que voilà, ça commence sur une intro où ça reprend totalement le délire ridicule de la fin de l'épisode précédent. Et après, ça raconte quelque chose qui va. Tout à fait acceptable, donc que voulez-vous? Bon, en tout cas, voilà, alors, on va commencer par l'intro où donc il y a Ranaori et tous les Nakal à côté qui sont là histoire de dire quoi, personne ne dit rien, il n'y a que Ranaori qui parle. Pour leur raconter, ben, en gros, ce qu'on sait déjà. que, que, que voilà, la météorite va tomber, mais rassurez-vous, la septième cité a été mise en place pour que vous l'ouvriez de façon à ce qu'elle défende la Terre à ce moment précis. Alors j'imagine que si on veut chercher une certaine logique là-dedans, ça justifie un peu pourquoi ils l'ont pas fait eux-mêmes. J'imagine que s'ils avaient pleinement érigé cette cité bouclier il y a 12 000 ans, parce que c'est censé se passer il y a 12 000 ans, ça, ils ont dit, ouais, on a prédit que dans 12 000 ans ça tomberait, quoi, je veux dire, à ce point, quoi. Ils arrivent à prévoir des trucs qui sont aussi éloignés que ça. Enfin bref, étant donné qu'ils ont su que ça devait tomber dans 12 000 ans, c'est normal qu'ils demandent à mettre en place l'activation de la cité bouclier peu de temps avant ça et pas 12 000 ans avant. C'est logique dans un sens. Faut vraiment chercher de la logique. C'est histoire de dire que que ça reste du gros délire qui sort de nulle part. Mais il y a un truc, c'est vrai, sur lequel j'aurais pu revenir. Excusez-moi, mais disons que tellement pris dans le gros n'importe quoi du truc qu'il y a certains détails qui nous échappent des fois. Et oui, j'aurais pu rebondir sur le fait que ça a été dit par la vieille peau dans le village qui a raconté donc la légende du Baco, tout ça, le retour du Baco à sa cité d'origine, c'était l'avènement, l'annoncement de la fin du monde. Et ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit un truc aussi littéral à ce niveau-là, je vous cache pas, mais disons que on peut dire que ça a été un peu annoncé. J'appelle pas ça de la mise en place super forte, mais voilà, ils y ont pensé au moins lors de cet épisode-là. C'est histoire de dire. Enfin bref, voilà, ils sont pris dedans, ils sont complètement abasourdis par ça, et on leur donne un indice complètement vague pour savoir où trouver la prochaine cité d'or, parce que c'est clair, il y a besoin de résoudre des énigmes en plus pour résoudre le problème. Vous êtes complètement tarés, hein, les Mus et les Atlantas. Ouais, sauvez le monde, mais d'abord il faut que vous résolviez une petite énigme quand vous a concocté. On se fait chier quand même, alors jouez notre jeu. Voilà donc c'est quoi déjà l'énigme en question? Cherchez au-delà du miroir, cherchez celui qui se nourrit du feu. Voilà. Sympa, hein, merci. Et ça tombe bien que Tao ait suivi un petit peu et sache un petit peu ce qui se passe, puisque, et oui, il comprend la chose, semble-t-il, que celui qui se nourrit du feu, c'est la salamandre. Un sale animal qui se nourrit du feu. Et donc, il comprend un petit peu le message et il fait le lien avec Chambord parce que la salamandre, c'est l'emblème de Chambord. Semble-t-il, hein, c'est ce qu'il dit, hein, je sais pas sans doute, hein, je suis pas spécialiste en la matière. Une fois de plus, il y a des gens qui m'ont repris par rapport au double escalier, l'escalier en hélice de Chambord. Apparemment, c'est super connu, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais voilà, je suis un peu inculte, hein, que voulez-vous. Il est au courant, et donc une fois de plus, c'est quand même dingue. Parce que, bon, Chambord, ça a été construit bien après le délire des Atlantes et des Mus. Donc, ça a l'air de partir sur le principe que c'était un peu comme Nostradamus, ils avaient prédit que ça se construirait comme ça. Ainsi, c'est bien à Chambord qu'il faut chercher l'indice, tout ça, tout ça. Ça a l'air d'être le cas. Je dis ça comme ça. Donc, ouais, c'est facile, hein, ce genre de magie prémonitoire. Apparemment, on va essayer de jouer là-dessus. En tous les cas, il retourne à la Terre. La cité d'or se replie à la cool.
ce coup-ci, hein, on fait pas de grand drame, quoi. Ils en sortent, ça se replie tranquillou, pour une fois, qu'on fait pas de drame là-dessus. Et ils rejoignent un peu tout le monde, alors que le pont se matérialise un peu mieux, se fait visible ce coup-ci. Donc comme ça, Esteban a moins de problèmes à gérer le passage, même si c'est toujours un peu un problème. Et donc on retrouve les gens. Lorsque Sancho et Pedro demandent à Esteban qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-bas et qui dit une réponse à nos questions, je pense. Ils ont la réaction parfaitement appropriée. Eh ben, ils sont pas foulés ce coup-ci. Je suis dédé, je suis déçu. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Donc, ouais, ils retournent un petit peu plus loin avec leur grand condor. Il y a Zia qui rend au singe le Baco parce que c'est leur culture, tout ça. Une fois de plus, mon cul, quoi. Vraiment, des singes vénérateurs de culte, n'importe quoi. Enfin bref, ouais, leur rend le Baco. C'est terminé ce truc qu'on leur plus dans les pattes. Ça va durer longtemps ce machin. Donc ils vont un petit peu plus loin avec leur grand condor, ils voulaient pas rester à côté des gorilles, c'est compréhensible. Et il y a Sancho et Pedro qui deviennent assez lourds en disant, en chialant comme des veaux, en disant c'est trop cher pour m'offrir. Voilà. Après, extraordinaire, quoi. Il y a Mendoza et compagnie, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent un petit peu, qui essayent de voir comment gérer la situation. Et autant Esteban et Zia sont un peu dépités, ce qui est compréhensible, autant Tao, il est guiré. Mais je veux dire, 30 secondes après la révélation et la fin de l'hologramme de Ranaori, il est tout content. Ouais, j'avais raison, il fallait bâtir la 7ème cité d'or. Ah, je sais, il faut aller. Youpti. Il sifflote même la gigue des marins. Genre, je suis content. La perspective de crever d'une météorite, ça l'excite. Ça l'excite dans le sens où il va pouvoir régler ça. J'imagine qu'il faut voir ça comme ça, quoi. Ouais, il va pouvoir sauver le monde. J'envisage pas une seconde que ça peut être dangereux ou mal de finir. En tout cas, ouais, quoi, il sait certaines choses, seulement il y a une chose qui est un petit peu mise en place, qui n'a pas été dite par Ranaori, c'est-à-dire quand exactement cette météorite va tomber. Hein, parce que bon, ils n'avaient pas une précision parfaite, ou peut-être que c'est une fois de plus un truc et qu'ils voulaient les laisser de découvrir, parce qu'ils adorent être nébuleux dans leurs informations, ces cons-là. Alors, enfin bref. Voilà, il se demande, c'est quand exactement que c'est prévu de tomber, ça, et il se dit, ah, je connais quelqu'un qui pourra prédire ça, nous aider. Et enchaînement sur Nostradamus. Voilà, on va passer 2 minutes sur lui qui se réveille d'une prémonition et qui, comme par hasard à ce moment précis, a prédit la fin dans le monde. La fin du monde. La fin dans le monde, oui, la fin dans le monde, elle est toujours présente, mais la fin du monde, oui, il l'a prédit à ce moment précis. Genre avant il pouvait pas, mais maintenant que nos héros le savent et que ça ne sert à rien, il a prédit la fin du monde. Ça pratique, hein, ça sert à rien, mais on est content, hein, ça prouve que t'as des pouvoirs, hein, Nostradamus, c'est bien. Et voilà, on insiste là-dessus pendant 2 minutes, il veut en parler aux autres alchimistes qui se foutent de sa gueule, et il dit ah, mais comment vous pouvez faire ça, je suis un alchimiste, moi aussi, respectez-moi. Et puis il y a le roi qui voit ses notes et qui semble le prendre un peu plus au sérieux, et puis ça se termine là. Alors, en lisant ses notes, il y a aussi certaines choses qui sont dites, hein, certains détails de la fin dans le monde, et aussi un ennemi qu'on croyait mort ressurgit des flammes. Enchaînement sur Ambrosius, qui n'est pas mort. Et je vous cache pas que j'ai eu un grand soupir de soulagement, parce qu'une fois de plus, je sais qu'il y a des problèmes avec le personnage, vraiment. Hein, je ne vais pas défendre les grosses conneries d'écriture autour de lui, mais ce qu'il représente et certains moments qu'il a me plaisent. Si ça avait été ça à sa fin, l'épisode 12, ça aurait été du foutage de gueule total, quoi. Total. Donc, ouais, le fait que, non, hein, il n'est pas mort, et on va en faire une espèce de gros méchant revanchard qui veut tout péter, semble-t-il, parce que que des traîtres, il veut plus rien avoir à faire avec personne. Et là, ça va pas être quelqu'un facile avec qui raisonner ou quoi que ce soit, hein. C'est pas la peine. Hein. Je crois que ça va être du genre, je bute, je pose plus de questions. Hein. Ça a l'air d'être parti pour ça. Je dis ça comme ça parce que c'est pas impossible qu'on nous refasse le coup du « Ah, je me laisse savoir et
Je fais en sorte d'épargner quelqu'un l'espace d'un moment pour qu'il se barre ou un truc comme ça. Hein, c'est pas impossible qu'ils en fourrent rapidement un comme ça avant la fin de la série, mais voilà, il a l'air bien parti pour être assez dangereux. D'autant plus que ce qui lui a permis de se sauver un petit peu, c'est pas rien du tout, c'est le fait que la pierre d'Ophir n'était pas non plus complètement sans pouvoir. On a appuyé ça, hein, c'était une pierre de guérison, un peu plus poussée que les autres petites pierres qu'on a vues, et donc en essayant d'inspirer son énergie, il n'a pas eu les pleins pouvoirs de la pierre philosophale, mais il a cette capacité de guérison, qui lui a donc permis de survivre à la lave, où j'imagine qu'il n'a pas atterri directement dans la lave, étant donné qu'on n'a pas montré ça directement, et donc de guérir de ses blessures et de s'en sortir. J'imagine que ça a mis du temps à réagir, puisque la première fois, lorsqu'il avait été blessé contre les Olmecs, ça s'est pas guéri tout de suite, mais maintenant ça semble marcher, et donc ça va le rendre encore plus dangereux, et étant donné que s'il a plus aucune attache, il est à fond et vénère, ça peut être pas mal de voir un Zarès total qui voudra tout casser et ne plus du tout discuter. Ça pourrait être cool, si c'est bien géré par la suite. Il y a toujours ce bémol que je dois ajouter, malheureusement, ça peut être cool. Mais en tout cas, je suis content. Je suis content de voir qu'il est pas mort. Hein, ça me rassure un petit peu, parce que je vous cache pas que ça m'a fait vraiment café dans l'épisode 12. Ça. Je pensais sincèrement, vu qu'on l'a plus vu depuis 5 épisodes, que c'était le cas, qu'il était mort, mais non. Cool. J'en ai ras le cul, ça fait le 4e avion qui passe. Je sais pas ce qui se passe, hein. En général ils passent pas à cette heure-là, mais ils se sont dit tiens, on se donne le mot pour faire Chi-Yuan. Merci les gars, dans 3 minutes. J'ai oublié de faire les pauses à cause de ces conneries, je vous jure c'est chiant. Enfin bref. Il y a donc Ambrosius qui est en vie, et on va passer également parallèlement plus de temps sur Laguerra et Gaspard, enfin, parce que ça fait quand même pas mal d'épisodes où on les voit plus. C'est cool de revenir un peu sur tous ces gens-là, même si Nostradamus, je vous cache pas que j'en ai un peu rien à foutre, mais voilà, Ambrosius, Gaspard et Laguerra, je dis pourquoi pas, hein, c'est pas plus mal. Alors j'ai quelques petits problèmes, une fois de plus, avec Laguerra, mais globalement ça va aussi ce passage-là. Hein. Laguerra et Gaspard sont en train de reconstruire la nef, pour pouvoir repartir. Parce que Laguerra a prévu de rapporter tous les objets Atlantes, Muin qu'avait Ambrosius dans sa nef, à son pays, parce que c'est une grosse patriote et il n'y a rien de plus en gros, quoi. Mon pays, voilà. Et c'est ça le truc, ça me sidère un peu de voir ça, qu'on n'appuie pas d'où ça vient. On dit juste c'est une grosse patriote et puis voilà. Et je dis pas que c'est mauvais d'avoir un personnage patriote, je dis pas une seule seconde que c'est mauvais d'être patriote, mais disons que je trouve pas une seule seconde que ça la rende particulièrement profonde ou quoi que ce soit. Surtout quand on le justifie pas particulièrement, quoi. Son père est mort de certaines circonstances, on pourrait jouer là-dessus. Je veux dire, il est quand même un peu mort de la faute des Olmecs. On aurait pu jouer là-dessus par rapport au conflit avec les Olmecs, mais on ne met pas ça sur le tapis. C'est juste une grosse patriote, et le fait que ce soit la fille du docteur Laguerra, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Qu'est-ce que ça apporte? Je me pose des questions à ce niveau-là, et qu'est-ce que ça change, cette révélation-là au bout du compte, puisque si on ne veut pas jouer une seule seconde là-dessus? Enfin bref, voilà, ils sont en train de réparer la nef pour repartir, tandis qu'il y a des indigènes qui les observent. C'est normal d'être un peu curieux par rapport à ça, et donc au bout d'un moment, puisque ça se fait en 2 phases, hein, une scène séparée de l'autre, la deuxième scène, ils ont un peu fini de leurs préparatifs, hein, lâcher du lest, tout corriger comme il faut, et alors qu'ils s'apprêtent à partir, il y a les deux, enfin il y a d'abord Gaspard qui essaye de draguer davantage Laguerra que ça fait marrer, donc j'imagine qu'elle n'est pas 100% indifférente. Même si on a appuyé quand même qu'elle pense toujours à Mendoza, donc je pense pas une seule seconde qu'elle ait des sentiments affectueux de ce niveau-là pour lui, mais on sent qu'elle a une petite attache qui s'est créée quand même. Enfin bref, quoi. Et après ça, il y a une nuée de criquets qui arrive. Quelques criquets qui apparaissent, et puis tout à coup une grosse nuée, et je me dis, oh mon dieu, c'est la panique, il faut qu'on fasse décoller la nef, alors que vous pourriez juste vous mettre à l'abri.
Puis là, vous vous mettez à l'abri, la nuée passe, et puis voilà. Mais vous avez décidé de décoller en même temps. Hein, et c'est ça qui va être un petit peu votre problème parce que je suis sûr que c'est à cause de ça que vous allez faire en sorte que cette nuée s'écrase contre la vitre et détruise les vitres, la nef. De façon à ce que ça finisse de foutre en l'air la nef et qu'elle ne marche vraiment plus, vraiment, et voilà, qui sont une fois de plus perdus au milieu de nulle part, mais ce coup-ci, la nef, c'est vraiment capoute à fond. Et puis au passage, il y a l'auricalque liquide qui s'étale un petit peu sur la nef. Est-ce que ça veut dire que ça risque d'exploser? Sachant que ça n'explose que si c'est en contact avec l'eau, si j'ai bien compris. Enfin, je dis ça comme ça. C'est un peu bizarre, une fois de plus, la façon dont ça marche le truc. Hein. Enfin bref. Voilà, c'est le cliffhanger sur lequel se termine la série. Et voilà, pas mal de choses en suspens. Et ouais, il faut accepter la grosse connerie. Et comme quoi, il y a une pétévrite qui s'apprête à tomber sur Terre. Ah oui, non, mais ça, je pourrais jamais prendre ça au sérieux. Hein. C'est tellement au perché. Et si on accepte ça, c'était fait acceptablement. Voilà, j'avais un peu espéré que ça se poursuive dans ce gros délire totalement assumé et qu'on se centre à fond là-dessus parce que voilà, quand on se centre sur le délire, ah, une météorite va toucher la Terre, il faut qu'on l'en empêche. Zia qui fait ce petit discours au tout début, au bout de 2 minutes d'épisode, ah, nous devons empêcher cette météorite de toucher la planète et de provoquer la fin de l'humanité. Et tu vois ça dans la série Les Mystérieuses Cités d'Or, je te jure, ça fait space pour moi. Donc voilà, j'avais un peu espéré qu'on s'étende sur ça pour que ce soit marrant, mais c'était juste compétent, acceptable, voilà. Je peux pas non plus me plaindre. On verra par la suite comment tout ça va se gérer. Donc la situation Gaspard Laguera, quand est-ce qu'ils vont enfin retrouver Mendoza et compagnie. Tout le délire à Chambord. Et ouais, le retour d'Ambrosius. Et le fait que je pense qu'il va d'abord vouloir se venger sur les Olmecs. Ça, c'est pas impossible. J'ai un petit peu l'idée, je pense que ça va commencer comme ça, sa vengeance. Il va se venger des Olmecs. Il va y avoir un épisode centré là-dessus où, au bout du compte, il va juste détruire toute la base Olmec en disant d'aller se faire foutre. Donc leur plan pour revenir en arrière, ramener les leurs à la vie, capoute, plus rien à foutre. Peut-être que Tyrias s'en sortira, mais je pense que ce sera tout. Et voilà, quoi, ce sera lui le grand méchant. Ce qui, je suis sûr, pour certains, ferait rusher et un petit peu du gâchis de ce qui est mis en place, mais honnêtement... Je préfère largement avoir un Ambrosius complètement vénère de ce niveau-là que les Olmecs qu'on remettrait sur le tapis de façon forcée comme ça. Hein, même si ça a été mal amené, je préférerais se dérouler là. Ah, mais non, c'est pas vraiment un gage de qualité, hein, je reconnais, hein, ce serait pas un gage de qualité, mais ce serait une direction qui me ferait un peu triper. Je vous cache pas. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 18. Bye!